Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser une contradiction majeure qui pourrait redéfinir l'avenir géopolitique de l'Europe. Oui, d'un côté, nous avons, le discours officiel de l'Union européenne, répété en boucle depuis 2 ans. Nous avons rompu notre dépendance énergétique à la Russie. Nous sommes souverains. Un message martelé avec force. Et de l'autre côté, il y a cette information qui circule discrètement dans les cercles diplomatiques. Si elle se confirme, elle expose un mensonge de grande ampleur. Vous faites, référence, à ce voyage secret à Moscou? Exactement. Une délégation européenne qui se serait rendue dans la capitale russe dans la plus grande discrétion. Aucune annonce officielle, aucune communication, aucune trace médiatique. Le silence total. C'est fascinant et profondément troublant. On a l'impression d'observer, 2 réalités parallèles, le discours public et les négociations secrètes. Et notre analyse suggère que ce décalage n'est absolument pas un hasard. Le moment choisi pour ce supposé voyage est révélateur. Nous sommes en fin d'hiver. Les réserves de gaz européennes, constituées à des prix exorbitants pendant l'été, commencent à s'épuiser, et apparemment beaucoup plus rapidement que prévu. C'est donc cette contradiction que nous allons examiner aujourd'hui, l'écart entre la façade politique et la réalité énergétique. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette discrétion absolue alors que depuis des années, Bruxelles nous parle d'indépendance? Commençons par un chiffre. Un chiffre qui affole actuellement les responsables européens dans les coulisses du pouvoir. Lequel? Un déficit de 3 milliards de mètres cubes dans le système gazier européen. Ce n'est pas une projection pour l'avenir, c'est un manque constaté aujourd'hui. Pour que nos auditeurs comprennent bien l'ampleur, 3 milliards de mètres cubes, cela représente quoi concrètement? C'est approximativement la consommation annuelle totale d'un pays comme la Slovaquie. Ce n'est donc pas une simple fuite dans le système, c'est une brèche massive. Et cette brèche nous conduit directement au cœur du problème, l'Allemagne, la première économie européenne. L'Allemagne est effectivement le cas le plus révélateur. Officiellement, le gouvernement de Berlin se veut rassurant. Le chancelier évoque la diversification des fournisseurs, de nouveaux partenaires fiables comme les États-Unis et le Qatar. Le message officiel est clair, nous maîtrisons la situation. Mais derrière ce discours rassurant, les chiffres racontent une histoire complètement différente. Notre analyse révèle un coût que les communiqués officiels ne mentionnent jamais, 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros de surcoût énergétique pour l'économie allemande en une seule année, c'est une hémorragie financière considérable. Ce n'est pas simplement une question de factures plus élevées pour les ménages, c'est la compétitivité industrielle de l'Europe qui est directement menacée. Développer ce point. Prenez une usine chimique en Bavière. Si le coût de l'énergie nécessaire à la production dépasse la valeur du produit fabriqué, cette usine a deux options: produire à perte ou fermer ses portes. Et d'après nos sources, de plus en plus d'entreprises choisissent la fermeture. Exactement. Nous parlons d'industries majeures qui ralentissent leur activité, qui mettent des chaînes de production en pause. Ce n'est pas une grève sociale, c'est une question de survie économique. Nous passons donc d'une simple crise des prix à quelque chose de bien plus grave, une menace de désindustrialisation. Le paradoxe est saisissant. D'un côté, les médias parlent de stabilisation, de retour à la normale. De l'autre, les organisations industrielles tirent la sonnette d'alarme avec une urgence croissante. C'est le symptôme d'une rupture totale entre la communication politique et la réalité du terrain. Et pendant que l'Europe traverse cette spirale, la Russie n'est pas restée passive. Parlons justement de la réaction russe. Moscou a mis en place une nouvelle stratégie. Oui, et cette stratégie a été déployée avec une efficacité remarquable. Le fameux pivot vers l'Asie dont on parlait comme d'un projet lointain est devenu une réalité concrète. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie des contrats gaziers massifs signés avec la Chine, des accords à très long terme qui garantissent des débouchés pour des décennies. Et la Chine n'est pas le seul partenaire, j'imagine. Non, les exportations vers l'Inde ont connu une croissance spectaculaire. La Turquie est en train de devenir une plaque tournante majeure pour le gaz russe. Le gaz russe continue de circuler. Il a simplement changé de destination. Ce qui est fascinant, c'est que le gaz est devenu bien plus qu'une simple marchandise. Exactement. Chaque mètre cube est désormais un instrument géopolitique. Et c'est dans ce contexte que la délégation européenne se serait rendue à Moscou. Non pas en position de force, mais en position de demandeur. Quelles seraient les conditions posées par le Kremlin? Notre analyse détaille une liste qui ressemble davantage à un ultimatum qu'à une proposition de négociation. Première condition, Une levée des sanctions économiques. Mais attention, pas une simple promesse vague, une levée progressive, vérifiable, avec un calendrier précis. Moscou ne veut plus de paroles en l'air. c'est la dimension économique. Quelle est la suivante? La deuxième condition est plus symbolique mais tout aussi importante. Un changement de ton dans la communication.
L'exigence serait une attitude respectueuse sans leçon de morale occidentale. En d'autres termes, le temps où vous nous dictiez notre conduite est terminé. Précisément. Et la troisième condition porte sur la sécurité des engagements. Moscou exigerait des contrats à très long terme, 10, 15, voire 20 ans. Fini les arrangements annuels soumis aux fluctuations politiques. Ce qui est frappant, c'est l'inversion totale du rapport de force. Absolument. La Russie ne sollicite pas une faveur, elle impose ses conditions. Et pour que cette stratégie fonctionne, il faut que l'adversaire soit fragmenté et désorganisé. Ce qui nous amène à la situation interne de l'Union européenne. Officiellement, à Bruxelles, le mot d'ordre est cohésion et solidarité. Mais lorsqu'on examine la situation de plus près, cette façade se fissure de toutes parts. Notre analyse révèle une véritable cacophonie. C'est un retour massif des intérêts nationaux. La France qui négocie des exceptions particulières, l'Italie qui réclame davantage de flexibilité, la Hongrie qui, depuis le début, mène sa propre politique, Et l'Allemagne. l'Allemagne tente de jouer le rôle de médiateur, mais elle est elle-même profondément divisée entre ses intérêts économiques et ses engagements politiques. Et le point le plus explosif de notre analyse, Certains États membres n'attendraient même plus l'autorisation de Bruxelles. Ils auraient déjà réactivé discrètement leurs propres canaux de discussion avec Moscou. c'est la logique du chacun pour soi qui remplace l'action collective. Exactement. Ce qui crée une situation géopolitique presque impossible à gérer. Si l'Europe fait des concessions à la Russie, elle s'aliène Washington. Le dilemme parfait, les États-Unis sont nos alliés théoriques, mais ils sont également les grands bénéficiaires de cette crise. Ils nous vendent leur gaz naturel liquéfié, le GNL, à des prix nettement supérieurs au gaz russe par pipeline. Et le GNL n'est pas simplement du gaz plus cher, c'est une forme de dépendance différente. Tout à fait. Cela nécessite toute une infrastructure complexe, des méthaniers, des terminaux de regazéification. C'est plus flexible pour le vendeur qui peut rediriger ses cargaisons vers le marché le plus rentable, mais c'est beaucoup plus précaire pour l'acheteur. Nous sommes donc pris entre deux dépendances, et pendant ce temps, notre propre division nous affaiblit considérablement. Et Moscou observe tout cela avec attention. Le Kremlin voit un continent fragmenté et comprend que le temps joue en sa faveur. Plus l'hiver approche, plus la pression monte sur les dirigeants européens. Et toute cette dimension géopolitique finit par avoir des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des citoyens. Ramenons cette analyse à l'échelle humaine. Notre étude cite une estimation particulièrement inquiétante. Laquelle? Au rythme actuel de consommation, les réserves de gaz européennes ne permettraient de tenir que 12 mois supplémentaires. 12 mois. C'est imminent. Et cette information commence à filtrer dans le débat public. Cela force les gouvernements à sortir du déni et les citoyens ressentent directement cette pression. On observe effectivement des mobilisations sociales dans plusieurs capitales européennes, Paris, Prague, Milan. Et ce qui est révélateur, c'est que ces manifestations ne portent pas sur de grands principes géopolitiques abstraits. Les revendications sont beaucoup plus basiques. Les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent simplement pouvoir payer leurs factures de chauffage. Le débat glisse des sommets diplomatiques à la table familiale. Et cette pression sociale met les partis traditionnels dans une situation extrêmement délicate. Prenez l'Allemagne. La CDU, le SPD, même les Verts qui sont au gouvernement. Tous sont confrontés à cette réalité brutale. Sans énergie accessible, c'est la paix sociale qui vacille. C'est un des fondements du contrat social européen d'après-guerre qui est remis en question. Et cette situation crée évidemment un espace politique considérable pour les partis contestataires. Des formations comme l'AfD en Allemagne s'engouffrent dans cette brèche. Leur stratégie est redoutablement efficace. Ils ne proposent pas nécessairement de solutions miracles, mais ils posent des questions simples qui résonnent puissamment dans l'opinion publique. Par exemple, Pourquoi n'avons-nous pas écouté les experts qui nous alertaient depuis des années? Pourquoi les alternatives promises sont-elles si coûteuses et insuffisantes? Et surtout, pourquoi est-ce toujours aux citoyens de payer le prix de décisions politiques prises sans leur consentement? des questions qui deviennent de plus en plus difficiles à ignorer pour les partis au pouvoir. Extrêmement difficile. Alors si nous essayons de synthétiser cette analyse, l'Europe se trouve face à un mur. D'un côté, la volonté de défendre ses principes, de maintenir les sanctions, de préserver l'unité du front occidental. Et de l'autre la réalité matérielle. Les besoins énergétiques qui conditionnent tout. L'emploi, le niveau de vie, la stabilité sociale. C'est une véritable épreuve de vérité pour le projet européen. Cette épreuve ne se jouera pas dans les grands discours à Bruxelles. Elle se jouera sur les factures de gaz des ménages et dans la capacité à chauffer les logements l'hiver prochain. C'est finalement une question identitaire profonde. Exactement. L'Europe, c'est d'abord des principes, une boussole morale que nous défendons quoi qu'il en coûte.
ou c'est un acteur pragmatique qui doit avant tout garantir le bien, être matériel de ses citoyens? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. C'est un choix terriblement inconfortable, presque un dilemme moral. Pour conclure, il y a une réflexion qui me semble essentielle. Je vous écoute. Les décisions discrètes qui se prennent peut-être en ce moment même entre Bruxelles et Moscou ne portent pas uniquement sur des mètres cubes de gaz. Non, elles sont en train de redéfinir la capacité de l'Europe à agir comme une puissance unie et véritablement souveraine. Nous sortons de la question qu'est-ce qui est juste pour entrer dans la question qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est vital. Et cette réponse, nous ne la trouverons certainement pas dans les déclarations officielles. Nous la trouverons dans les actes concrets posés dans les semaines et les mois qui viennent. Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du projet européen lui-même. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.